Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à votre émission Stop Racisme sur Choc FM 105.1. Et aujourd'hui, je suis là pour vous servir Richard Hatim Niraï Nielade comme d'habitude. Et nous avons une nouvelle invitée aujourd'hui qui s'appelle Carole Anne. Elle aura le temps de se présenter, mais elle va nous présenter son association. Elle va présenter les activités qu'elle mène au quotidien justement pour stopper le racisme, pour le réduire, pour créer un monde plus juste, plus convivial à tous les humains, à tous les êtres, parce que même les animaux ont leur droit de citer ou les plantes ont aussi leur droit de citer dans cet univers que nous partageons tous. Donc, sans plus tarder, je voudrais quand même rappeler que cette émission vous est rendue possible grâce au soutien du gouvernement du Canada. Merci beaucoup et bonjour Anne, Carole Anne, et bienvenue à cette émission. Bonjour, merci de l'invitation. Merci beaucoup. Juste pour permettre à nos téléspectateurs et auditeurs de vous connaître, pourriez-vous vous présenter? Oui, donc je m'appelle Caroline Souffrant, je suis candidate au doctorat en service social à l'Université d'Ottawa. Mhm. Mon projet de thèse, il porte sur le mouvement MeToo au Québec, mais de la perspective des femmes afrodescendantes, donc des militantes et des personnes qui ont vécu des violences sexuelles au Québec, qui sont afrodescendantes. Parallèlement à ça, je suis aussi travailleuse sociale. Je suis aussi une écrivaine, donc j'ai un livre qui va paraître cette année en novembre qui porte sur mes intérêts de recherche. Félicitations. Merci. Je suis aussi chroniqueuse pour plusieurs médias québécois, donc j'écris principalement pour Nouveau, Info et la Gazette des femmes en ce moment. Mhm. Et c'est ça, j'écris beaucoup sur les enjeux qui entourent la condition féminine, les femmes afrodescendantes, la question des violences sexuelles, le mouvement MeToo. Donc, c'est un peu ce qui me préoccupe par les temps qui courent. Et j'ai aussi été, en 2020, j'ai été fellow des Nations Unies pour les personnes d'ascendance africaine, donc pour mon travail que j'ai commencé quand j'avais 12 ans, donc ça fait longtemps. Donc, je suis impliquée depuis de nombreuses années, donc je fais différentes initiatives et voilà. Ou de grosses casquettes à gérer à la fois. C'est une grande chance de vous avoir aujourd'hui pour nous parler de votre si riche expérience. Et je crois qu'aujourd'hui, nous allons beaucoup plus orienter notre conversation dans votre lutte pour le droit des femmes, pour la promotion du féminisme. Pourriez-vous nous présenter les principales activités que vous menez et surtout comment est-ce que cela impacte au quotidien la vie des Canadiens et des habitants du Canada? Oui, donc, ben, moi, j'ai commencé, j'avais environ 12 ans, Mhm. parce que j'étais dans un programme au secondaire au Québec où on devait faire du bénévolat. C'était un programme d'éducation internationale. Donc, j'ai commencé à m'impliquer comme ça, puis j'en faisais vraiment plus que ce qui était demandé. Ouais. Et j'ai jamais arrêté, en fait, de m'engager. C'est devenu une carrière en travail social, etc. Donc, au début, j'avais commencé par la fondation d'un hôpital dans l'ouest de l'île de Montréal. Mhm. J'ai été beaucoup impliquée avec Amnesty International aussi quand j'étais adolescente. Donc, on faisait des pétitions, des activités, des camps de jour sur les droits humains, des choses comme ça. Donc, c'est des choses que j'ai faites quand j'étais plus jeune. Par la suite, j'ai fait un DEC en intervention en délinquance au cégep, en SIC. Puis c'est là que j'ai commencé à travailler en intervention. Donc, j'ai travaillé avec des familles qui viennent de la protection de la jeunesse. J'ai fait des stages en itinérance féminine. Les femmes qui vivent de la violence aussi, des foyers pour victimes de violences conjugales. J'ai travaillé dans les CALAX, qui sont des centres d'aide et de lutte aux agressions à caractère sexuel. Donc, j'ai travaillé là aussi. Mhm. J'ai travaillé dans un foyer de groupe en santé mentale où il y avait des adultes qui vivaient avec des problématiques de santé mentale et qui vivaient là. Donc, j'ai travaillé dans un organisme qui travaillait dans ce domaine-là également. Formidable. Puis par la suite, j'ai fait mon bac en travail social à McGill, ma Mhm. maîtrise en travail social à McGill et ma maîtrise portait sur la question des violences sexuelles envers les femmes, mais de manière plus générale. Et au doctorat, en fait, c'est ça. Donc, j'ai décidé de centrer la même question, mais sur l'enjeu du mouvement MeToo, parce qu'on se rappellera que le mouvement MeToo a été fondé par une Afro-Américaine qui s'appelle Tarana Burke, et Mhm. elle avait vraiment fondé par et pour et avec les filles et les femmes noires aux États-Unis. Donc, c'est Mhm. vraiment ça l'objectif de départ du mouvement MeToo. Donc, moi, avec ma thèse doctorale, j'aimerais ça, en fait, repositionner ce mouvement-là comme venant des féministes noires
Mhm. Et pour qu'on se rappelle, en fait, que c'est pas ce que c'est devenu en octobre 2017. C'était très différent. Donc, c'est un peu mes activités que je mène au quotidien. Formidable. Beaucoup C'est d'écriture, vraiment beaucoup intéressant. de... Ouais, exactement. Ouais. Et j'aimerais savoir quelles sont les activités, justement, le mouvement MeToo, pour nous permettre de mieux comprendre de quoi est-il question. Vous avez Mhm. parlé de ce que ça a commencé par des femmes noires aux États-Unis, mais au Canada, quelles sont les implications de ce mouvement et quelle est la particularité justement de la condition des femmes noires par rapport aux autres femmes, puisque vous parlez spécifiquement de la réalité des femmes afrodescendantes. Oui, donc au Canada, le mouvement MeToo a vraiment eu un très, très grand impact, surtout au Québec. Mhm, Il y a un rapport de Statistique Canada qui expliquait qu'après que le mouvement soit devenu viral en octobre 2017, on a vu une augmentation de 61% de dénonciations à la police mhm, après l'apogée du mouvement. Puis c'était le plus haut pourcentage au pays, donc c'était au Québec. Dans les CALAX, donc les centres d'aide et de lutte aux agressions à caractère sexuel, dans les 2 semaines qui ont suivi que le hashtag soit devenu viral, donc en octobre 2017, mhm, plusieurs CALAX au Québec ont vu une augmentation de 100 à 533% des demandes d'aide, dépendamment de quel CALAX on parlait au Québec. ouais. Donc, il y a vraiment un impact qui est très, très, très important dans cette province-là. Puis quand on parle des femmes et des filles noires, ben, ce qu'on constate, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de données, il n'y a pas beaucoup de statistiques officielles par rapport à cette population-là au Canada, parce qu'on n'a pas de données désagrégées par la race, qu'ils appellent, donc des données qui sont collectées systématiquement par le gouvernement par rapport aux femmes et aux filles noires. Et on a vraiment très, très peu de choses et on n'a pas de statistiques officielles en ce qui concerne les violences sexuelles. Donc, moi, je travaille vraiment là-dessus pour documenter cette réalité-là de manière qualitative, Mhm, pour voir un peu c'est quoi l'expérience que ces femmes-là ont eue quand MeToo est devenu viral, quel a été l'impact de cette invisibilisation, parce que le mouvement, quand il est devenu viral en octobre 2017, c'était vraiment à Hollywood avec l'affaire Harvey Weinstein, qui était ce producteur qui était très, très, très puissant à Hollywood, qui avait agressé, violé, harcelé sexuellement près de centaines de femmes qui sont mhm, manifestées pour dire qu'il avait fait ça. Il a été reconnu coupable aussi en 2020. mhm, Donc, il y avait tout ça. Donc, ça a vraiment effacé les femmes et les filles noires dans un autre contexte qui était à l'origine de ce mouvement-là. Et mhm, moi, je vais chercher un peu, c'est quoi un peu l'impact de cette invisibilisation-là sur ces femmes-là mhm, et qu'est-ce qu'on sait en fait, c'est quoi la particularité des femmes et des filles noires qui vivent des violences sexuelles dans la province du Québec. Donc, c'est mhm. vraiment quelque chose que je veux documenter parce qu'il n'y a pas vraiment d'études non plus en français là-dessus en ce moment. Justement, si vous nous permettez la curiosité en primeur sur Choc FM 105.1, pour savoir quelles sont justement les expériences, quelles sont les spécificités de ce qu'expérimentent les femmes afrodescendantes. Peut-être c'est trop tôt de le dire, mais juste quelques petites pistes, si possible. Ben, c'est sûr que je n'ai pas de résultats de recherche encore, mais je sais que ça a été documenté un peu plus sur les États-Unis. Parmi les particularités, ben, quand on dit à des femmes noires de dénoncer à la police, parce que c'est souvent ça la première option qu'on présente aux femmes afrodescendantes ou aux femmes en général quand elles vivent des violences sexuelles, ben, si elles ont été violentées par un homme de leur communauté, Mhm, ça devient très, très complexe parce qu'il y a toute la question du profilage racial, de la surreprésentation des personnes noires dans les milieux correctionnels, la prison, etc. mhm, Donc, ça peut créer une forme de trahison envers la communauté, de mhm, dénoncer un homme de sa communauté quand c'est des choses qui arrivent comme ça. mhm, Un des cas qui me vient en tête, c'est l'affaire Anita Hill, mhm, qui a eu lieu en 91 aux États-Unis. Anita Hill, c'était une stagiaire en droit qui a dénoncé son patron, Clarence Thomas, qui est aujourd'hui juge à la Cour suprême des États-Unis et qui y siège toujours d'ailleurs. mhm, Elle l'a dénoncé à l'époque en 1991 et ça a fait une grosse, grosse histoire à l'époque parce que c'était 2 personnes noires et ça mhm. a créé beaucoup de divisions dans la communauté parce que les gens disaient elle lave son linge sale en public, c'est des affaires privées, ça nous fait une mauvaise image de notre communauté, etc. Et jusqu'à aujourd'hui, elle subit les conséquences de cette dénonciation-là qu'elle a faite il y a plus de 30 ans. Mhm. Donc ça, c'est un exemple de dynamiques qui peuvent avoir lieu quand des femmes noires dénoncent des violences sexuelles quand elles sont violentées par des hommes de leur communauté, mais aussi par des hommes qui ne font pas partie de leur communauté aussi. C'est des choses qui arrivent. Puis il y a vraiment un héritage qui vient de l'esclavage, de la colonisation,
pour expliquer, en fait, ces violences-là envers ces communautés-là. Donc, Ouais. il y a tout un historique, en fait, d'histoire qui explique un peu, pourquoi ça se produit de cette façon-là. Oui, vous me rappelez le travail de la docteure Joy DeGruy qui a écrit Post-Traumatic Slave Syndrome, le syndrome de l'esclavage post-traumatique. Euh, Merci en tout cas. Le temps coule très rapidement, mais si vous permettez, est-ce que vous avez des suggestions, des recommandations à l'endroit du gouvernement du Canada pour euh, apporter une solution à cette condition, comme vous la décrivez, assez difficile des femmes afrodescendantes? Oui, ben en fait, comme je le disais tantôt, il y a pas vraiment de données qui Mhm, parlent spécifiquement des femmes et des filles noires au Canada qui sont collectées par le gouvernement. Il y a des petites choses qui ont été faites récemment, mhm, des portraits qui ont été faits sur la population noire au Canada, c'est plus récent, mais par rapport aux femmes et aux filles noires et à la question des violences, c'est beaucoup plus rare. Il n'y a pas vraiment de choses là-dessus. Puis c'est un constat que les Nations unies avaient fait aussi quand ils sont venus au Canada, le groupe d'experts pour les personnes d'ascendance africaine, ils étaient venus au Canada puis ils ont constaté qu'il n'y avait pas de données collectées systématiquement sur les femmes et les filles noires au Canada. Donc, ce serait une des premières choses que je dirais, puis que vraiment que ce soit mené par des chercheurs des communautés, parce qu'on sait que historiquement, ce genre de données-là peuvent être utilisées à mauvais escient mhm, pour faire dire des choses, pour stigmatiser des communautés. Donc, je pense que si on fait des recherches, des études qui sentent spécifiquement la question des femmes et des filles noires, mhm, puis que ça soit mené par des chercheurs des communautés noires, je pense que c'est une chose qui pourrait nous approcher un peu plus d'un portrait plus clair par rapport à ces questions-là. mhm, Je pense que c'est quelque chose qui serait très important. Puis aussi toute la question de minorité visible, le terme qui a été introduit par Kay Livingstone durant le congrès des femmes noires. mhm, Donc, ça fait très longtemps, mais c'est elle qui a introduit le terme minorité visible. Puis ce qu'on se rend compte aujourd'hui, c'est que ce terme-là est désuet parce mhm, que ça amalgame les réalités de plein de personnes racisées dans un même groupe. Alors, on mhm. ne peut pas vraiment dégager c'est quoi vraiment l'expérience des personnes noires de manière spécifique au Canada quand on utilise ce terme-là. Donc, je pense que ce serait bien de mener plus d'études. Ça commence un peu. Il y a eu un financement de Femmes et égalité des genres Canada par rapport aux violences envers les femmes noires durant la COVID-19. Mhm. Ça a été annoncé l'année passée. Donc, il commence à y avoir des choses qui sont faites par la communauté, par le gouvernement. Donc, je pense de continuer dans cette lignée-là, puis de financer vraiment des experts, des chercheurs communautaires qui viennent des communautés noires pour qu'ils puissent dresser un portrait de ces enjeux-là. Merci beaucoup. Mhm. C'est avec beaucoup de reconnaissance que nous avons accueilli vos suggestions, vos remarques, mais aussi et surtout vos expériences dans ce domaine très intéressant du mouvement MeToo qui prend de l'ampleur, comme vous l'avez si bien décrit ici au Canada. Donc, est-ce que vous auriez un dernier mot à l'endroit de nos téléspectateurs ou téléspectatrices spécifiquement qui seraient intéressés peut-être par le mouvement MeToo? Y a-t-il une structuration, un site web ici au Canada ou une organisation? Comment peuvent-elles en faire partie? Ben, à ma connaissance, il n'y a pas de site web sur le mouvement MeToo au Canada. Il y en a un aux États-Unis parce que c'est une organisation qui est américaine, qui a été fondée par Tarana Burke, comme je disais tantôt. Mais sinon, je dirais de surveiller peut-être mon livre qui va sortir cet automne parce qu'il va y avoir beaucoup d'informations sur le mouvement, sur son histoire, puis aussi sur la genèse de ce mouvement-là également. Donc, c'est un livre qui s'appelle Le privilège de dénoncer, puis ça sort en novembre 2022 aux éditions du Remue-Ménage en français. Donc, juste surveiller ça parce que ça sort bientôt. Donc, voilà. Nous avons bien écouté et nous savons que plusieurs seront scotchés pour attendre et peut-être vous viendrez vous présenter votre livre à Choc FM aussi, qui est écouté dans tout le Grand Toronto et aujourd'hui par Internet, écouté partout dans le monde. Donc, merci beaucoup. Merci pour votre temps et tout ce que vous nous avez présenté aujourd'hui sur le mouvement MeToo et sur le mouvement féministe qui s'adresse spécifiquement aux femmes afro-descendantes.
Merci beaucoup. C'était donc Carole Anne Souffrant qui nous a présenté son mouvement. Moi, c'est Richard Hatim Niraï Nielade dans le cadre de votre émission Stop Racisme sur Choc FM 105.1. Merci beaucoup et restez scotchés. Nous vous reviendrons avec une nouvelle émission et avec une nouvelle énergie pour vous servir. Merci. Merci.